De tous les régimes politiques qui ont forgé la France, le Second Empire de Napoléon III a imprimé l'image indélébile d'une légende noire dans notre conscience collective. Si nous n'avons gardé de lui que le souvenir du coup d'État du 2 décembre 1851, qui lui permit d'anéantir la République pour établir un régime autoritaire, il est derrière le masque de celui que Victor Hugo se plaisait à surnommer Napoléon le Petit, un personnage autrement plus complexe. Napoléon III est un personnage tout à fait captivant. Il est secret, il est parfois très mystérieux. Dont on ne sait jamais exactement ce qu'il pense et dont on ne sait jamais quelle décision il va prendre. Était-il très intelligent? Était-il stupide? Ou avait-il une originalité telle qu'on ne pouvait pas le classer dans les catégories ordinaires de la condition humaine? Héritier présomptif du trône impérial, il vécut en exil, dans le culte de son illustre aïeul Napoléon Ier, fomentant plusieurs conspirations, afin de s'emparer du pouvoir qui, le pensait-il, lui revenait de droit. Adoubé par le suffrage universel, il devint le premier président de la République française le 10 décembre 1848. Dès lors, se sentant doublement légitime, à la fois sur son nom et sur le vote des Français, la marche vers l'Empire pouvait enfin commencer. Si le Second Empire fut le temps des somptueuses fêtes impériales, des éminents musiciens, Rossini, Berlioz, Offenbach, des grands écrivains, George Sand, Hugo, Balzac, Michelet, Lamartine, Mérimée, il fut aussi marqué par l'odeur du charbon, de la vapeur, par le brouhaha des usines sidérurgiques Schneider, des travaux d'aménagement par le préfet Haussmann, des foules des grands magasins et des expositions universelles. La période est quand même celle de l'explosion des découvertes, des inventions, de l'industrie, le chemin de fer et puis tous les aménagements de Paris. Et dans le pays, un certain nombre de progrès, de décisions. L'Empire français est le pays le plus riche d'Europe, voire du monde même à cette époque-là. Parce que Napoléon III a fait développer le chemin de fer, a créé les industries, on a l'éclairage au gaz, on a inventé la machine à coudre. Enfin, la France est un pays dans lequel il fait certainement bon vivre. Après l'Angleterre, la France entrait dans une nouvelle ère, une croissance économique sans précédent, la révolution industrielle. Pourtant, en 1870, elle s'engagea dans une guerre désastreuse face à la Prusse, qui provoqua la chute de Napoléon III et du Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte voit le jour rue Cerruti à Paris le 20 avril 1808. Accueilli par les honneurs militaires des salves d'artillerie qui résonnent dans tout l'Empire. Il est le fils cadet d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine et de Louis Bonaparte, roi de Hollande. Ce qui fait de lui le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Effectivement, il avait un lien du sang, sauf à considérer que Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine de Beauharnais, sa mère, est fautée avec quelques personnes autres que son mari. Alors, ce n'est pas pour faire état de simple ragot que l'on dit ça, c'est une véritable hypothèse historique. Il y a été très souvent question de la bâtardise de Louis-Napoléon. Le 4 novembre 1810, la cour impériale se presse à la chapelle du château de Fontainebleau où Louis-Napoléon reçoit le sacrement du baptême. 2 ans plus tard, Napoléon Ier est à l'apogée de sa gloire. Il domine toutes les nations d'Europe et règne sur près de 40 millions de sujets. Son empire est immense, à l'égal de celui de César ou d'Alexandre le Grand. Mais la dramatique campagne de Russie, géant insaisissable, décime sa grande armée. La campagne de France, qui l'oppose à une coalition anti-française forte de près d'1 million d'hommes, apporte elle aussi son lot de morts et de désillusions vers la perte de l'Empire.
Un premier exil contraint l'empereur à laisser la France aux mains de Louis XVIII, frère de Louis XVI, pour ne plus régner que sur un royaume ridicule, l'île d'Elbe. La dynastie des Bourbons est donc rétablie, mais la période dite des 100 jours voit le retour en force de l'Aigle, un second souffle de l'épopée napoléonienne qui s'achève avec la dramatique défaite de Waterloo. Elle conduit l'empereur vers son dernier exil à Sainte-Hélène. Quand Napoléon Ier, son tonton, était parti pour la dernière campagne, pour ce qui serait la dernière campagne, la bataille de Waterloo, il avait pris le petit Louis-Napoléon, qui était un tout petit bonhomme, un petit bambin sur ses genoux, il l'avait embrassé en lui disant « Toi, tu seras sans doute l'avenir de la race ». La loi du 12 janvier 1816, qui bannit la famille Bonaparte de France, oblige la mère de Louis-Napoléon à céder ses biens. L'ex-reine Hortense de Hollande s'exile alors en Suisse avec son fils au château d'Arenenberg. Louis Bonaparte, son époux, part vivre à Rome avec leur fils aîné. Louis-Napoléon vit une enfance idyllique, passant son temps au bord du lac de Constance à parcourir la campagne. Mais sa mère se soucie peu de son éducation, si bien que Louis Bonaparte la menace de lui retirer la garde quand il s'aperçoit du faible niveau d'instruction de son fils de 12 ans. Philippe le Bas, helléniste, fils d'un proche de Robespierre, devient alors le précepteur du jeune garçon qui le rejoint à Augsbourg. Dans le culte de Napoléon Ier, un ancien officier de l'Empire lui enseigne l'art de la guerre. Le 5 mai 1821, Napoléon Ier s'éteint sur l'île de Sainte-Hélène. À partir de 1823, Louis-Napoléon fait un séjour à Rome où il découvre la politique aux côtés des libéraux italiens. Le 16 septembre 1824, Louis XVIII meurt à son tour. Son frère Charles X monte sur le trône de France et se fait sacrer à Reims, renouant avec la tradition de l'Ancien Régime. Les mouvements de contestation grondent. Le roi tente de passer en force et dissout la Chambre des députés en promulguant les ordonnances de Saint-Cloud. Mais à la surprise générale, une majorité parlementaire libérale remporte les élections et s'oppose bientôt au souverain. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, une nouvelle révolution se déclenche. Le peuple parisien se soulève, dresse des barricades et affronte sans peur l'armée du maréchal Marmont. Ce bain de sang des Trois Glorieuses renverse brutalement Charles X. Ainsi, la monarchie de Juillet arbore le drapeau tricolore et la maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, accède au pouvoir, intronisant Louis-Philippe, roi des Français, le 9 août 1830. Dans l'esprit de Louis-Napoléon, qui embrasse une carrière militaire en Suisse, germe l'espoir d'un retour triomphal des Bonaparte. Mais la nouvelle assemblée orléaniste vote une loi confirmant l'interdiction de séjour de l'ex-famille impériale en France. Louis-Napoléon et son frère aîné, Napoléon-Louis, s'impliquent à Rome aux côtés des républicains italiens qui souhaitent unifier le royaume et déposséder le pape de son pouvoir. Ils combattent vaillamment l'armée autrichienne venue secourir le pape quand Napoléon-Louis succombe à une épidémie de rougeole. Après la mort de son frère aîné Napoléon-Louis en 1831 et du duc de Reichstadt, Napoléon II, le 22 juillet 1832, Louis-Napoléon apparaît comme l'héritier présomptif de la couronne impériale. Il croit en son étoile et s'emploie à organiser son retour avec les chefs de file de l'opposition en France. Parallèlement, il continue sa carrière militaire en Suisse, dont il obtient la nationalité. La publication d'un manuel d'artillerie lui vaut même une promotion au grade de capitaine. Le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon tente de soulever Strasbourg avec une poignée de partisans. Il espère marcher sur Paris et renverser la monarchie de Juillet. Mais l'opération tourne vite au désastre. Les comploteurs sont arrêtés et la famille Bonaparte désavoue cette tentative de coup d'État. Comme c'était un individu turbulent qui a fréquenté la charbonnerie, qui a organisé 2 tentatives de coup d'État, le clan Bonaparte l'avait mis un peu à l'écart. Et il y a eu une réunion de famille un peu drôlatique où Joseph
chef de famille, un peu s'écoutant parler comme d'habitude, a essayé quand même de l'écarter au bénéfice de son cousin, fils de Jérôme Bonaparte. Et c'est assez compliqué, la lignée impériale. La reine Hortense écrit à Louis-Philippe le suppliant de laisser son fils quitter la France. Louis-Napoléon est alors conduit à Lorient et embarqué sur l'Andromède le 21 novembre 1836. Direction les États-Unis d'Amérique, où il débarquera 4 mois plus tard. Louis-Napoléon ne compte pas en rester là. Il fait publier 10 000 exemplaires d'un violent pamphlet intitulé « Relations historiques des événements du 30 octobre 1836 », dans lequel il fait l'apologie de la démocratie bonapartiste définie comme « le gouvernement d'un seul par la volonté de tous ». Les pressions de la France sur la Suisse le conduisent à s'installer en Angleterre où il publie « Des idées napoléoniennes », affirmant le prestige de sa filiation et détaillant son programme politique. L'important, c'est que le gouvernement, quelle que soit sa forme, s'occupe du bonheur du peuple. Profitant du mouvement de ferveur bonapartiste suscité par le rapatriement des cendres de l'empereur en France, Louis-Napoléon débarque avec une poignée de fidèles dans la nuit du 5 au 6 août 1840, près de Boulogne-sur-Mer, l'esprit embué par le rêve d'une seconde tentative de coup d'État. Cette dernière se solde, elle aussi, par un échec cuisant. Et Louis-Napoléon est condamné à l'emprisonnement à perpétuité à la forteresse de Ham. Louis-Philippe le condamne à la prison à perpétuité au fort de Ham, à côté d'Amiens. D'ailleurs, en sortant du tribunal, le futur Napoléon III regarde le président du tribunal et lui dit « Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de perpétuel en France ?» Il bénéficie du confort d'un appartement, du droit de correspondre avec l'extérieur et de recevoir des visites. Influencé par les idées de Saint-Simon, qui voit en ce début d'industrialisation un moteur du progrès social, il profite de sa captivité pour écrire de l'extinction du paupérisme. Son cheval de bataille sera dès lors la question du mal-être des ouvriers qui arrivent en masse dans les villes pour travailler dans les manufactures. On ne peut pas dire qu'il est vraiment l'héritier des Lumières parce qu'il a des idées qui mêlent aussi le modèle britannique, l'industrialisation, le saint-simonisme. Il a toutes sortes de... Il a un cerveau extrêmement effervescent et quelqu'un qui dira de lui que son cerveau était une garenne dont sortaient tout le temps des lapins. Donc c'est un personnage extrêmement intellectuel, pas idéologue, mais inventif, disons créatif. Le 25 mai 1846, il s'évade et se réfugie à Londres. Il va s'évader du fort de Ham, très discrètement, en prenant les habits d'un plâtrier, après avoir fait 2 enfants à sa blanchisseuse. Bon, il s'évade et il se réfugie, il part par la Belgique, il se réfugie en Angleterre. Et en Angleterre, il va tomber sous le charme dans telle ou telle soirée mondaine, puisqu'il était accueilli un peu partout, on l'appelait « the victim of Louis-Philippe ». Eh bien, il était accueilli dans toutes les soirées, et dans une soirée, il va rencontrer Miss Howard, Harriet Howard, qui est une femme ravissante, délicieuse, qui est une demi-mondaine tout de même, hein, il faut le savoir. C'est une demi-mondaine, c'est-à-dire qu'elle se donne à un homme sur 2. Elle est entretenue grassement et elle va entretenir le futur Napoléon III. Il y coule des jours heureux avec la belle Miss Harriet Howard, qui financera ses nombreuses tentatives de retour en France quand la Révolution de 1848 fera germer en lui un nouvel espoir. Le Paris de 1848 est encore celui de l'Ancien Régime. Les classes privilégiées tondent la laine sur le dos du peuple. Les épidémies, la misère, les conditions d'hygiène, la crise financière et politique étouffent les plus pauvres chaque jour davantage. Le refus de prendre en compte les aspirations démocratiques attise la colère des républicains et amène les ouvriers du textile et du bâtiment, rejoints par les étudiants, à manifester. L'insurrection tourne en révolution après la fusillade sanglante du boulevard des Capucines. Le peuple de Paris se soulève et prend la capitale, poussant Louis-Philippe, qui refuse de tirer sur la foule, à abdiquer en faveur de son petit-fils. Le 25 février 1848, la Deuxième République enterre la monarchie de Juillet et un gouvernement provisoire se met en place.
Le 4 juin ont lieu les élections complémentaires à l'Assemblée constituante, chargée de rédiger et de voter la Constitution de la Deuxième République. À la surprise générale, Louis-Napoléon, qui séjourne encore à Londres, est élu sur un programme de gauche dans 4 départements: la Seine, l'Yonne, la Charente-Inférieure et la Corse. La ferveur populaire que suscite cette élection conforte sa légitimité à accéder au pouvoir, tandis qu'elle inquiète les autres membres de l'Assemblée. Républicains, monarchistes et socialistes ne voient pas d'un bon œil le retour de cette poignée de bonapartistes sur les marches du pouvoir. Alphonse de Lamartine, homme politique et célèbre dramaturge, l'une des grandes figures du romantisme en France, tente de s'opposer à l'ascension fulgurante de Louis-Napoléon en proposant de remettre au goût du jour la loi qui interdisait aux membres de la famille Bonaparte de fouler le sol français. Si cette proposition est refusée par l'Assemblée, Louis-Napoléon, accusé d'attiser le feu de la révolte, se résout à renoncer à son mandat. Ce qui l'empêchera d'être mêlé au bain de sang des journées de juin, où le peuple de Paris protestera contre la fermeture des ateliers nationaux, censés fournir du travail aux chômeurs parisiens après la Révolution de février 1848. Mais Louis-Napoléon est loin d'avoir abandonné ses ambitions politiques. Il se présente aux élections législatives dans les 4 départements déjà acquis, ainsi qu'en Moselle. Élu dans les 5 départements, il rentre à Paris où il va enfin pouvoir siéger. Le 21 novembre 1848, l'Assemblée promulgue la Constitution de la Deuxième République qui instaure pour la première fois en France une véritable démocratie. Mais Louis-Napoléon ne compte pas en rester là. Il est candidat à la première élection présidentielle au suffrage universel masculin. Son plus sérieux adversaire est le général conservateur Louis-Eugène Cavaignac. Louis-Napoléon mène une brillante campagne financée par sa douce Miss Harriet Howard et obtient le soutien de l'homme de lettres Victor Hugo, ainsi que celui du Parti de l'Ordre, composé de personnalités monarchistes légitimistes comme Adolphe Thiers, qui deviendra le 2e président de la République française, l'historien et homme politique François Guizot, Odilon Barrot ou encore l'écrivain Alexis de Tocqueville. Alors il y a une phrase célèbre d'Adolphe Thiers qui dit à propos de Louis-Napoléon, « c'est un crétin que l'on mènera ». Et donc, effectivement, le Parti de l'Ordre, eh bien, elle se sert du nom de Bonaparte. C'est très important. À ce moment-là, il n'y avait pas de campagne électorale avec des affiches un peu partout, mais il suffisait que l'on prononçât ces 2 mots, Napoléon Bonaparte, pour que, évidemment, ça rappelle des souvenirs, et des souvenirs glorieux. Alors que quand on prononçait le nom de Cavaignac, le nom de Lamartine, le nom de Ledru-Rollin, tous ceux qui se présentaient contre lui, eh bien, ça ne disait pas grand-chose dans les campagnes. Et comme le Parti de l'Ordre pense que c'est quelqu'un que l'on pourra manipuler, et on ne voit que des avantages à soutenir la candidature de Louis-Napoléon à la présidence de la République, la première organisée au suffrage universel. Suffrage universel un peu restreint, mais quand même. Et c'est à ce moment-là que on découvre que ce crétin que l'on mènera, eh bien, il a quelques velléités à agir par lui-même. À 40 ans, Louis-Napoléon est élu premier président de la République française et après avoir prêté serment, il prend ses quartiers au palais de l'Élysée. Mais son amour anglaise, Miss Howard, ne peut prétendre au titre de première dame de France. C'est la princesse Mathilde, la cousine et ex-fiancée du président, fille de Jérôme Bonaparte, qui remplira les fonctions d'hôtesse de l'Élysée. C'est un portrait de Napoléon III par Cabanel. On peut dire qu'il se présente en chef d'État et qu'il invente l'iconographie des présidents de la République. Alors n'oublions pas qu'il a été le premier président de la République, le président de la Seconde République, mais qu'après lui, tous les présidents se feront représenter de cette façon jusqu'à et y compris le président Pompidou. Si la Constitution restreint les pouvoirs du président, Louis-Napoléon affiche son illustre filiation en adoptant les armoiries napoléoniennes et en se parant de l'uniforme de général en chef de la garde nationale. Il arbore le bicorne à plumes, le grand cordon et la Légion d'honneur. Après le refus de Thiers, Odilon Barrot accepte de diriger le gouvernement, mais la situation politique reste instable.
Les rumeurs d'un coup d'État résonnent dans les couloirs. Et le ton monte entre le gouvernement et les élus de l'Assemblée, alors que se profilent les élections législatives. Le gouvernement français, dont le très conservateur Parti de l'Ordre détient une large majorité à l'issue des élections, s'inquiète de la prise de pouvoir en Italie de la République romaine. Dans le sillage de la vague révolutionnaire de 1848 qui déferle sur l'Europe, cette république formée à Rome s'est donnée pour mission d'anéantir les États pontificaux et le pouvoir du pape. La France envoie donc un corps expéditionnaire commandé par le général Oudinot, lui ordonnant de mettre à terre les troupes de Garibaldi pour s'emparer de Rome et rétablir l'autorité du souverain pontife. En France, le 13 juin 1849, la gauche républicaine menée par Ledru-Rollin réplique immédiatement. Ce dernier tente une mise en accusation du gouvernement auquel il reproche de violer la Constitution en déclarant la guerre à l'Italie. S'ensuit une manifestation sur les grands boulevards, vite réprimée et qui force les élus républicains à se réfugier au Conservatoire des Arts et Métiers où ils décident de former un gouvernement provisoire. Là encore, ils sont mis en échec par le gouvernement qui va prendre de terribles mesures de répression pour museler l'extrême gauche. De nombreux journaux sont supprimés, les droits de la presse réduits à peau de chagrin, la liberté d'association régie par une loi qui permet de la suspendre et l'état de siège facilité. Les députés responsables de cette révolte étouffée dans l'œuf sont traduits en justice pour complot et incitation à la guerre civile, déchus de leur mandat et condamnés par contumace à la déportation. Pourtant, la popularité du président, en désaccord avec la majorité de l'Assemblée, atteint des sommets. Il entame une grande entreprise de séduction, parcourant la province française au contact de ses citoyens. Pendant que les foules l'acclament, il se démarque du Parti de l'Ordre sur la question romaine. Il soutient les républicains italiens dans leur lutte, ce qui lui vaut l'appui de la gauche, mais aussi l'inimitié du gouvernement conservateur et la démission d'Odilon Barrot. Le président ouvre les hostilités en critiquant ouvertement l'Assemblée, qui détient le si grand pouvoir de voter les lois, en déclarant « Mes amis les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume. Ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes. » Un nouveau gouvernement se met en place, formé de proches dévoués au président et dirigé par le général d'Hautpoul, un vétéran des guerres napoléoniennes. La presse bonapartiste milite quant à elle pour une prolongation du mandat présidentiel. La loi Fallou, promulguée le 15 mars 1850, réglemente l'instruction publique et accorde la liberté d'enseignement. La fin du mandat présidentiel approche à grands pas. Louis-Napoléon sait que le temps presse. Il lui faut obtenir une révision de la Constitution qui autoriserait un second mandat. Mais toutes ces tentatives échouent et le parfum d'une rumeur de coup d'État embaume les couloirs de l'Assemblée qui craint déjà le rétablissement de l'Empire. On l'a fait élire président de la République, mais la Constitution, qui est une Constitution très mal rédigée, cette Constitution de 1848, elle ne lui reconnaît aucun droit à réélection. Il ne peut pas. Il peut peut-être redevenir député, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, il est prisonnier de tous les côtés. Et puis, il s'aperçoit que toute idée qu'il peut avoir est rejetée. Et puis, il y a une histoire aussi assez sordide de gros sous. C'est-à-dire que l'Assemblée lui refuse une dotation décente. En secret, la garde rapprochée de Louis-Napoléon se regroupe autour d'un obscur personnage, le duc de Morny. Quelques années plus tôt, Louis-Napoléon faisait la rencontre de Charles-Auguste de Morny, qui se présente alors comme son demi-frère. Il est le fruit des amours passionnés de la reine Hortense de Beauharnais avec le comte de Flahault, un fidèle de Napoléon Ier. Hortense de Beauharnais, personnalité très forte par ailleurs, a eu un enfant adultérin avec l'officier Flahault, qui était lui-même bâtard de Talleyrand. C'est une histoire extrêmement romantique. Et ce demi-frère adultérin de Louis-Napoléon, eh bien, il ne l'a découvert qu'après la mort de sa mère, demi-frère qui ne sera d'ailleurs jamais officiellement reconnu en tant que tel, mais qui est un homme de très grande influence, est
un homme dont on peut dire qu'il est affairiste. Et c'est un personnage prodigieusement intelligent. Et Napoléon s'en rend compte. Il l'appelle et lui dit « Écoute, j'ai besoin de toi pour faire une nouvelle tentative de coup d'État. J'ai déjà échoué à Strasbourg, j'ai déjà échoué à Boulogne parce qu'on s'y était mal pris, mais avec toi, ça marchera. » C'est le duc de Morny, devenu l'homme de confiance du président, qui sera chargé de mettre sur pied la bien nommée Opération Rubicon. Comme César avant lui avait traversé le fleuve pour braver la loi du Sénat romain, Louis-Napoléon se jette dans l'expérience risquée de fomenter un coup d'État. Il fixe symboliquement la date au 2 décembre 1851, jour anniversaire du sacre de son illustre modèle, Napoléon Ier. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, les troupes du général de Saint-Arnaud fondent sur la capitale, paralysant les imprimeries et procédant à l'arrestation des opposants au président. Pour éviter tout mouvement de résistance, Adolphe Thiers et Changarnier, bras armés de l'Assemblée, sont tirés de leur sommeil par des officiers de cavalerie pendant que Louis-Napoléon fait placarder sur les murs de Paris son appel au peuple ainsi qu'une proclamation destinée à l'armée. Il y déclare l'état de siège, la dissolution de l'Assemblée nationale, abroge la loi du 31 mai 1850 qui restreignait le corps électoral et annonce son intention de rédiger une nouvelle constitution. Les députés tentent de résister et d'appeler le peuple à se soulever. Victor Hugo harangue la foule des quartiers populaires, mais toute tentative est violemment réprimée. Dans la nuit du 4 décembre, les soldats ouvrent le feu sur la foule, provoquant un véritable bain de sang sur les grands boulevards. Les semaines qui suivent sont marquées du sceau des dénonciations calomnieuses, arrestations massives et exécutions sommaires. Les républicains deviennent les nouveaux ennemis à abattre. Les journaux qui sont défavorables à Louis-Napoléon sont interdits et la peur s'installe, en même temps qu'une terrible répression. On envoie les prisonniers politiques et les traîtres en Algérie ou au bagne de Cayenne. Victor Hugo fuit en Belgique, début d'un long exil qui durera 20 ans. Mais Louis-Napoléon, craignant d'être pris pour un tyran, adoucit sa politique et prend des mesures de grâce, présentant le coup d'État comme un mal nécessaire et préventif contre le pouvoir autoritaire grandissant de l'Assemblée. Les 20 et 21 décembre, les Français sont invités à se prononcer par plébiscite sur les réformes du prince-président. Avec une majorité écrasante, le peuple approuve le coup d'État et, aspirant à la paix, place de grands espoirs en la personne de Louis-Napoléon. Pour accomplir son destin, il lui reste à achever la Deuxième République pour rétablir l'Empire, ouvrant ainsi la voie à l'écriture de sa légende noire, alimentée entre autres par Victor Hugo dans son Histoire d'un crime. Louis-Napoléon souhaite établir un État centralisé à l'exécutif fort, d'inspiration républicaine et s'appuyant sur l'approbation du peuple par le biais de plébiscites. Il affirme ainsi poursuivre l'œuvre de son illustre aïeul Napoléon Ier, tout en développant une vraie politique sociale. Le 14 janvier 1852, la nouvelle Constitution est promulguée. Elle confie pour 10 ans le pouvoir exécutif au président de la République, élu au suffrage universel direct. Il peut nommer et révoquer les membres du gouvernement à sa convenance. Reste le seul apte à déclarer la guerre et à conclure des traités relatifs à la paix ou au commerce. Cependant, il hésite encore à rétablir l'Empire et pour s'assurer du soutien inextinguible de son peuple, entame une grande tournée des provinces françaises. Partout, il est acclamé au cri de « Vive Louis-Napoléon! Vive l'empereur !» Et le 9 octobre 1852, il tient ce discours à Bordeaux. Certaines personnes disent « L'Empire, c'est la guerre ». Moi, je dis « L'Empire, c'est la paix ». C'est la paix, car la France le désire. La gloire se lègue bien à titre d'héritage, mais non la guerre. J'en conviens, cependant j'ai comme l'empereur bien des conquêtes à faire. Je veux, comme lui, conquérir à la conciliation les partis dissidents et ramener dans le courant du grand fleuve populaire les dérivations hostiles qui vont se perdre sans profit pour personne. Nous avons d'immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemin de fer à compléter. Nous avons en face de Marseille un vaste royaume à assimiler à la France.
Nous avons enfin partout des ruines à relever, de faux dieux à abattre, des vérités à faire triompher. Voilà comment je comprends l'Empire, si l'Empire doit se rétablir. Le 7 novembre 1852, le Sénat propose de rétablir le régime impérial héréditaire. Approuvé par plébiscite le 2 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte devient officiellement Napoléon III, empereur des Français. Il va employer toutes ses forces à relancer la croissance économique, moderniser les infrastructures et améliorer la qualité de vie des ouvriers. C'est lors d'une réception fastueuse donnée aux Tuileries que Louis-Napoléon déclare sa flamme à la belle et virginale Eugénie de Montijo, une jeune comtesse espagnole. Il va lui faire une cour effrénée. Mais Eugénie, sachant bien à quel point ce Napoléon Bonaparte est un coureur de jupons, ne voulait pas succomber comme ça, dans un premier temps, très hâtivement. Elle lui a dit « Mais je ne serai pas votre Montespan, je ne serai pas votre Lavallière ». Et en effet, un soir, par exemple, à Compiègne, il l'aborde, la belle Eugénie, et lui dit « Par où passe le chemin de votre chambre ?» Par la chapelle, sire. Et il a fini par l'épouser, naturellement, bien que tout le monde contestait ce mariage. Le vieux Jérôme disait, mais bon, il l'épousera, puisqu'il va épouser la première qui va se refuser à lui. La princesse Mathilde disait, mais il va l'épouser, mais ça va être un mariage lamentable, puisqu'elle n'a pas plus de cœur que de cul. Ces deux portraits sont la reprise en tapisserie des portraits officiels exécutés par Winterhalter au moment du mariage de Napoléon III et d'Eugénie de Montijo. Ces deux portraits ont été diffusés très largement, copiés en de nombreux exemplaires pour représenter les souverains aussi bien dans les préfectures que dans les mairies. Sur le modèle de Londres, Napoléon III veut faire de Paris une capitale moderne débarrassée de sa réputation d'insalubrité et de surpopulation. Il imagine avec le baron Haussmann une ville nouvelle percée de grands boulevards, d'axes de communication reliant les grandes gares, un modèle d'architecture découpé en 20 arrondissements où tous les citoyens trouveront leur place. L'empereur Napoléon III a de grands projets pour la capitale, dont il souhaite faire une ville à rayonnement universel et une ville moderne. Et le baron Haussmann va carrément redessiner Paris, ville à laquelle il donne la physionomie que nous connaissons en traçant les grandes artères, les grandes avenues, rue de Rivoli, avenue de l'Opéra, tout le nouveau quartier en fait de l'Opéra. Il va faire ouvrir et créer l'Opéra Garnier. Quand Eugénie pose la question d'ailleurs à Garnier, dit « Mais c'est de quel style ?»« C'est du style Napoléon III, Majesté », répond Garnier. Évidemment, il y avait dans son intention certainement le fait d'embellir la capitale, mais aussi il se disait que en cas d'émeute, comme il y en avait eu à la Révolution de 48 sous Louis-Philippe, eh bien dans les grandes artères, on pouvait quand même maîtriser la foule beaucoup plus facilement que dans toutes les petites ruelles. Ainsi, Louis-Napoléon est-il à l'origine des premiers logements sociaux et de la construction des cités ouvrières. Il encourage la création de squares pour les enfants des ouvriers, du parc des Buttes-Chaumont et Montsouris, des bois de Vincennes et de Boulogne. Pendant la période même du règne, tout ça est lancé à un rythme fou. Il y a énormément d'expropriations, etc. Paris est donc un chantier. Et c'est après la guerre de 70, dans les années 1880, puis après, et a fortiori 1900, que les Parisiens toucheront en quelque sorte les dividendes du Second Empire avec leurs très belles avenues. En 1854, à la suite de la déclaration de guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, la France s'engage aux côtés de l'Angleterre et s'allie aux Turcs dans la guerre de Crimée, qui durera jusqu'en 1856. Cet engagement permet à Napoléon III de rétablir le prestige de la France sur la scène européenne, en obtenant la capitulation de la Russie après la destruction de sa flotte à Sébastopol et la bataille de Malakoff. À Paris, les grands travaux continuent et la capitale accueille dès 1855 l'exposition universelle qui témoigne de l'intérêt de l'empereur pour les progrès techniques.
c'est aussi l'émergence des grands magasins. Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine. De nouveaux édifices publics comme l'Hôtel-Dieu ou le Théâtre du Châtelet. Napoléon III s'attelle à la construction du réseau ferroviaire français. L'État s'engage financièrement, contribuant au développement d'entreprises sidérurgiques et de travaux publics, afin de réaliser des milliers de kilomètres de voies ferrées qui desserviront en 1870 toutes les moyennes et grandes villes du pays. Il lance un gigantesque chantier de construction du réseau routier, puis de développement des voies navigables avec la création de canaux et de grandes compagnies maritimes. Messagerie maritime, Compagnie Générale Transatlantique. Parallèlement, Louis-Napoléon veut réformer le système bancaire pour favoriser l'essor industriel. C'est l'âge d'or des élites administratives, des hommes d'affaires et des banquiers. Il crée des banques de dépôt et favorise le crédit foncier. C'est la naissance du Crédit foncier de France pour le monde agricole, du crédit mobilier pour financer les sociétés industrielles ou encore du Crédit lyonnais. L'empereur Napoléon III met fin au protectionnisme économique en négociant secrètement un traité commercial avec l'Angleterre, abolissant notamment les droits de douane sur les matières premières, les produits alimentaires, textiles et métallurgiques. Cette mesure, d'abord impopulaire auprès des industriels français, permet la modernisation des modes de production. Napoléon III était l'homme qui savait quand même prendre des décisions. Et si on compare à la période précédente, qui était l'époque de la monarchie de Juillet, on s'aperçoit que la monarchie de Juillet avait tous les atouts pour faire un grand pays industriel sur le modèle de l'Angleterre. Eh bien, elle ne l'a pas fait parce qu'il y avait toujours un petit retard à la décision, il y avait toujours des changements de gouvernement, il y avait une indécision tout au long de la monarchie de Juillet. Dans cette période absolument clé du XIXe siècle, eh bien, quand arrive le Second Empire, malgré tous les côtés autoritaires, le côté répressif pendant longtemps, au début tout au moins du Second Empire, qui doit s'affirmer avec quand même une apparence de dictature, eh bien des décisions sont prises qui ont de très heureux effets sur le plan économique. Dès 1856 débutent les fameuses séries au château de Compiègne, où semble encore résonner l'air des fées du Rhin d'Offenbach ou de l'hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple, composé par Rossini à l'occasion de la seconde exposition universelle. Chaque automne, grosso modo, entre octobre et décembre, eh bien, Napoléon III et Eugénie vont prendre l'habitude de lancer des invitations à des séries d'invités, dont le nombre variait, oscillait entre 60 et une centaine d'invités rassemblés en même temps pour une durée de 7 à 8 jours consécutifs, ici à Compiègne. Un train spécial est affrété pour conduire des invités triés sur le volet. L'architecte Garnier, les peintres Delacroix ou Doré, les écrivains Flaubert, Dumas ou encore des savants comme Louis Pasteur. On va inviter des hommes de lettres, on va inviter des savants, on va inviter des artistes, mais principalement, il ne faut quand même pas se cacher que c'est presque majoritairement la cour, l'entourage des souverains, les membres de la maison de l'empereur et de l'impératrice qui sont les plus nombreux autour d'eux. La seule obligation qui est faite aux invités des séries, c'est de dîner le soir en habit à la table de l'empereur. Sans quoi, dans la journée, tout le monde est libre de faire ce qu'il lui plaît. L'hospitalité est de rigueur et l'étiquette réduite à sa plus simple expression. On pratique la chasse, les promenades en forêt. Eugène Viollet-le-Duc dirige la visite des travaux du château de Pierrefonds, commandité par l'empereur. Les tableaux vivants, charades et parodies constituent les divertissements à la mode. Les souverains, les cours plus anciennes regardaient un peu avec hauteur ce qui se passait à Paris. Eh bien, Napoléon III et Eugénie ont ébloui l'Europe par le luxe
et la beauté des fêtes et des réceptions qui se déroulaient à Paris pour toutes ces grandes occasions. Il est très soucieux de développer aussi les industries du luxe, de développer des stations thermales. C'est notamment l'âge d'or de Biarritz. Biarritz où l'on construit une immense villa pour la princesse Eugénie qui deviendra plus tard l'hôtel du Palais. Tout ça donne au Second Empire une ambiance à peu près extrêmement luxueuse et en même temps sulfureuse, parce qu'évidemment tout le monde n'en profite pas. Le 14 janvier 1858, Napoléon III et son épouse se rendent à l'opéra de la rue Lepelletier quand une énorme détonation souffle les vitrines des magasins et projette leur carrosse à plusieurs mètres. Le couple impérial est sain et sauf, mais cet attentat perpétré par Orsini fera près de 150 blessés. Si les arts et les lettres sont soumis à la censure, Napoléon III mise sur les avancées scientifiques et techniques en soutenant les travaux de Louis Pasteur et en appuyant le projet de Ferdinand de Lesseps de percer le canal de Suez, qui sera inauguré le 17 novembre 1869. L'empereur des Français promet à Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, de lui prêter main forte dans son combat vers l'unité de l'Italie en échange de la Savoie et de Nice. Le conflit se noue entre l'empire austro-hongrois de François-Joseph et la coalition franco-sarde, précipitant les deux camps dans la campagne d'Italie de 1859, qui se solde par une victoire de Napoléon III lors de la bataille de Solferino. Après son succès en Italie, Napoléon III profite de la guerre de sécession américaine pour se lancer dans une expédition au Mexique afin de créer un empire latin catholique et d'explorer de nouveaux débouchés économiques. Pour resserrer l'alliance franco-autrichienne mise à mal au cours de la guerre d'Italie, Napoléon III propose la couronne du Mexique au frère de François-Joseph, Maximilien de Habsbourg. Mais en 1865, la guerre de sécession prend fin et le gouvernement américain soutient les troupes rebelles, obligeant Napoléon III à abandonner le Mexique. Maximilien, qui refuse d'abdiquer, est exécuté et le rapprochement avec François-Joseph définitivement compromis. À partir de 1862, l'empereur se montre plus audacieux dans sa politique sociale. Il fonde la Société du Prince impérial qui prête de l'argent aux ouvriers. Il reconnaît le droit de grève, puis les syndicats, crée le premier système de retraite et une caisse d'assurance contre les accidents du travail. Victor Duruy, son ministre de l'Instruction publique, prône un enseignement primaire gratuit obligatoire et ouvre l'enseignement secondaire aux filles. Il réintègre l'histoire, la géographie, la philosophie, les langues vivantes, le dessin, la gymnastique et la musique dans les programmes scolaires. Le 21 juin 1870, le prince franco-allemand Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen se voit proposer le trône d'Espagne, vacant depuis 2 ans. Mais la France s'y oppose farouchement et demande au roi de Prusse, par l'intermédiaire de son ambassadeur Benedetti, la confirmation écrite du retrait de Léopold. Bismarck, alors chancelier de Prusse, rédige le télégramme en résumant les propos de son roi, leur donnant volontairement une tournure provocatrice, suggérant que l'ambassadeur français a été congédié de manière humiliante. Bismarck veut faire l'unification de l'Allemagne et il sait que cette unification du nord au sud de tous les petits royaumes allemands, une unification qui ne s'était pas faite contre Napoléon par exemple, il y avait la Prusse, mais la Prusse seule. Tandis que là, Bismarck tient l'occasion, en faisant la guerre aux Français, de réveiller un esprit de conquête chez les Allemands. Aussitôt, la presse parisienne crie au scandale, excitant les velléités belliqueuses du peuple et des parlementaires. Thiers, voyant le ton monter dangereusement, tente d'arrêter la manœuvre. Il sait que l'armée française est vieillissante et mal préparée. Le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. La machine infernale est en marche. Napoléon III et son chef du gouvernement, Émile Ollivier, se laissent entraîner par les partisans de la guerre, dont l'impératrice Eugénie, alors que les États allemands affichent leur soutien à la Prusse.
Napoléon III ne voulait pas de cette guerre de 70, et c'est Eugénie qui s'est cabrée en lui disant « Si on ne la fait pas, à cause de toi, l'Empire est déshonoré ». On se lance dans la guerre, on déclare la guerre, alors que rien n'est prêt, qu'il n'y a pas de stratégie militaire arrêtée. Napoléon monte au front et s'aperçoit que les soldats cherchent leurs officiers, que les officiers cherchent leurs soldats, que l'armée est dans une débandade totale. Et lui, Napoléon, est dans la débandade la plus complète aussi. Pourquoi ? Parce qu'il souffre 1000 morts quand on sait qu'il avait dans la vessie un calcul qui mesurait 5 cm sur 4. Il a été pathétique. On a souvent dit d'ailleurs qu'il était plutôt suicidaire. Il essayait de se faire tuer pendant cette guerre. Et ça a été affreux de bout en bout. Les soldats de l'armée prussienne sont plus nombreux et mieux organisés. Très vite, pour les Français, la guerre tourne au cauchemar. Napoléon III déambule, malade, sur le champ de bataille, pendant qu'à Paris, l'impératrice assure la régence. Finalement, le 2 septembre 1870, les troupes de Napoléon III sont encerclées à Sedan et au terme de la bataille, 83 000 soldats français, dont l'empereur, sont faits prisonniers. À Paris, les républicains demandent la déchéance de l'Empire et la foule prend d'assaut le palais Bourbon. Eugénie se réfugie chez le docteur Evans, un Américain, qui organise sa fuite vers l'Angleterre. Pendant ce temps, à l'Hôtel de Ville, Léon Gambetta, Jules Favre et Jules Ferry proclament la République et constituent un gouvernement provisoire de défense nationale qui ordonne au peuple français de résister contre l'armée prussienne. Que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu, que toutes les forêts s'emplissent de voix tonnantes, que de chaque maison il sorte un soldat, que le faubourg devienne régiment, que la ville se fasse armée. Les Prussiens sont 800 000, vous êtes 40 millions d'hommes. Dressez-vous et soufflez sur eux. Roulez des rochers, entassez des pavés, changez les socs en haches, changez les sillons en fosses. Combattez avec tout ce qui vous tombe sous la main, prenez les pierres de notre terre sacrée, lapidez les envahisseurs avec les ossements de notre mère la France. Ô citoyens, dans les cailloux du chemin, ce que vous leur jetez à la face, c'est la patrie. Extrait de l'appel à la résistance lancé en 1871 contre l'armée prussienne par Victor Hugo. Durant plus de 4 mois, une épreuve terrible attend les Parisiens assiégés dans la capitale par les Prussiens. Les provisions viennent vite à manquer. Il ne reste que les rats et les chevaux de la cavalerie à se mettre sous la dent. Même les animaux du zoo de Vincennes se retrouvent sur les tables des restaurants. Le 18 janvier 1871, Guillaume Ier est proclamé empereur allemand dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Le traité de Francfort, signé le 10 mai, met officiellement fin à la guerre, oblige la France à céder l'Alsace-Lorraine et à payer une indemnité de guerre s'élevant à 5 milliards de francs or. Le peuple français se sent humilié, alors qu'Antière veut désarmer Paris après avoir signé l'armistice avec Bismarck et mis en place son gouvernement. Un nouveau soulèvement gronde. La Commune de Paris durera 2 mois et s'achèvera dans un bain de sang, avant qu'Adolphe Thiers ne devienne le premier président de la Troisième République française. Le 19 mars 1871, Bismarck a mis fin à la captivité de Napoléon III, qui a rejoint son épouse et son fils à Chislehurst, en Angleterre. Là, il écrit de nombreux ouvrages, rêvant encore d'un retour triomphal à l'image de celui de l'île d'Elbe par son aïeul. Mais il succombe à une opération le 9 janvier 1873. Eugénie perdra aussi son fils, le prince impérial, engagé volontaire dans l'armée britannique en Afrique du Sud et tué à 23 ans par les Zoulous. Pour les Anglais, c'est vraiment l'incarnation du jeune héros qui meurt en brave, et alors que les Français ont presque totalement oublié ce jeune prince dont on ne connaît guère que sa mort. Ce n'est qu'en 1920, au terme d'une très longue vie, qu'elle les rejoindra dans le mausolée qu'elle avait fait construire au sud de l'Angleterre, à Farnborough, où la famille impériale repose aujourd'hui encore. Napoléon III a gouverné pendant 18 ans et passe presque inaperçu dans l'histoire de France,
qu'il a pourtant fortement marqué de son empreinte et dont on conserve aujourd'hui encore un héritage réel. Décrié par les écrivains de son temps qui ont laissé de lui l'image d'un prince-président imbécile ou d'un empereur autoritaire, il est toute une facette du personnage qui reste difficile à éclairer tant les projecteurs de l'histoire ont greffé sur lui la peau d'un autre fantasmé. Napoléon III, il a été longtemps détesté parce qu'il a eu un adversaire redoutable sur le plan littéraire qui était Victor Hugo, qui a écrit Les Châtiments. Et ça a été la condamnation pendant très longtemps. Et puis la Troisième République s'est bâtie un peu sur la critique du Second Empire. S'il n'a pas construit comme son oncle illustre sa propre légende, s'il s'est peut-être efforcé d'entrer dans un costume trop grand pour lui, il a pourtant su transformer durablement la société française, dont il reste le tout dernier monarque, sans doute le plus mal connu.